Ces romans sont souvent qualifiés de sulfureux et pourtant, Emma Becker parle d'amour. Dans Le Mal Joli, elle en raconte les nuances. L'écrivaine nous a donné rendez-vous en région parisienne, là où pour elle, tout a commencé. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Bonjour Emma. Bonjour David. On est sur vos pas là? On est sur oui, les origines effectivement de moi-même. C'est l'Institut Montalembert où j'ai fait le CM2 jusqu'au bac L, donc c'est beaucoup de souvenirs. Les origines de moi-même. Et les origines de moi-même, exactement. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ici pour vous de frappant? Ça a été toute mon éducation, donc ça m'a ouverte à énormément de choses. Ça m'a appris aussi la subversion, je dois dire. Parce que quand on grandit dans un établissement catholique, c'est assez facile de détonner un peu et ça m'a appris des choses très précieuses sur moi-même. Tous mes meilleurs amis viennent de là et j'aimais beaucoup cette école, j'aimais beaucoup y aller. Quand beaucoup n'aimaient pas le cadre un peu rigide, moi j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup avoir des règles à suivre et à ne pas suivre évidemment. Ça va ensemble? Bien sûr, bien sûr. La littérature? La littérature, j'ai eu un prof exceptionnel ici, Monsieur Drujon, qui m'a fait comprendre la littérature autrement, de manière très ludique, même très sensuelle, par rapport aux explications de texte un peu sèches qu'il fallait qu'on fasse. C'est vraiment lui qui m'a appris à lire et à lire avec toujours un éclat de rire, quoi. Ah, c'est pas mal ça aussi. Bah ouais. Parce qu'il y a de la vie dans la littérature, il y a une expérience. Il n'y a que ça, c'est que de la vie, comme un espèce d'énorme terrain de jeu où on s'apprend soi-même et où on apprend le monde et je lui en saurais toujours gré pour ça. On va faire une balade intérieure, j'ai envie de dire. Pour ça, on va monter dans la voiture. Vous nous emmenez où? Je vous emmène chez Albin Michel. C'est là que je suis née une deuxième fois, je dois dire. Hop. Merci. Nous voilà partis sous la pluie. Emma, je vais vous poser la question que je pose à chacun des passagers de cette voiture. À quel âge êtes-vous né? Je suis née à 20 ans et quelques, lorsque j'ai rencontré mon éditeur qui est devenu mon agent et qui a publié mon premier roman. Et ça a été pour moi vraiment c'était plus qu'une naissance, ça a été la révélation de qui j'étais et de ce que je voulais faire. Et je considère que c'est ça ma deuxième naissance. En devenant romancière, qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même? C'est déjà énorme de découvrir un métier qu'on a envie de faire et avec lequel on peut se débrouiller pour vivre. Moi, c'était un peu le but de ma vie, c'est-à-dire que j'ai toute mon enfance eu mon père qui me répétait « Choisis un métier que tu aimes et tu ne bosseras pas une seule minute dans ta vie ». Et les éléments se sont extrêmement bien combinés et j'ai eu la chance de découvrir qui j'étais, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des livres. Et je ne confonds pas ça avec une espèce de sacerdoce, mais je crois que c'est une mentalité, c'est une disposition d'esprit d'être écrivain. Et de publier mon premier, ça m'a ouverte à cette disposition d'esprit un peu particulière que j'arrivais pas à m'expliquer avant, parce que comme j'avais pas le mot écrivain à apposer sur ma façon de regarder le monde, de le percevoir, de me percevoir moi-même, j'avais juste l'impression d'être bordélique. En fait, j'étais pas bordélique, c'était autre chose. J'étais écrivain. Empirique? Ouais, alors... Ou aventurière? Ouais, aventurière, enfin en tout cas avec une façon de me mettre toujours un peu en recul dans ma propre vie pour l'écrire après. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire aussitôt que j'ai su écrire. J'ai inventé des histoires et c'était toujours des histoires qui me concernaient plus ou moins. Et devenir écrivain, non seulement ça m'a donné un métier, mais ça a légitimé tout un tas de comportements chez moi que je ne comprenais pas. Par exemple? Par exemple, mon côté un peu solitaire, taciturne. C'est vrai que j'ai été très entourée, j'avais beaucoup de copines et de copains, mais j'ai toujours aimé être seule et j'ai pensé longtemps que c'était une espèce de... peut-être un manque ou un défaut. Et en fait, je me suis dit, mais non, cette solitude que tu aimes, c'est le recul que tu prends pour discipliner ta pensée et pour savoir comment tu vas écrire ce que tu es en train de vivre.
Cette solitude-là, c'était déjà comment dire, un atelier de travail. Est-ce que vous pensez, quand vous écrivez à votre public? Je crois qu'on y pense toujours plus après le premier roman. C'est-à-dire le premier roman, on l'écrit dans une forme de... Enfin moi en tout cas, je l'ai écrit dans une forme de légèreté parce que je pensais pas une seule seconde que ce serait publié. J'avais ça en tête, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc vous écrivez innocemment. Et puis quand vous en avez publié un, brusquement, vous vous apercevez que vous vous mettez à penser un peu à comment ça va être perçu et comment ça va être reçu. Mais je crois que j'ai la chance de réussir à toujours à me détacher de ça. C'est-à-dire que j'écris pour moi avant tout. Il faut que ça sonne juste pour mes oreilles à moi. J'ai pas tellement le souci de comment ça va être reçu, mais j'aime l'idée d'être lue, ouais. Il y a une professeure qui est sortie de l'établissement scolaire tout à l'heure et qui vous a remercié, qui vous a reconnu et qui vous a dit merci d'écrire pour les femmes. Est-ce que vous entendez ça ou comment vous l'entendez, ce genre de réaction? Bah moi ça m'émeut. Enfin ça m'émeut toujours, mais ça m'émeut encore plus de la part d'une prof de Montalembert que je connaissais pas d'ailleurs, hein, qui me connaît mais que moi j'ai jamais eu en tant que prof. Mais ça m'émeut parce que j'ai toujours eu beaucoup de gratitude pour cette école, hein, et j'ai longtemps pensé que j'étais un peu leur mouton noir, enfin que ça les gênait que je sois la seule ancienne élève sur leur page Wikipédia. Donc de la part de cette prof, ça me touche encore plus, mais le retour des femmes, ça porte toujours beaucoup plus au cœur parce qu'effectivement, c'est pas pour elles que j'écris, mais c'est sur moi. Et je suis une femme et je crois que quand on écrit sur soi, on essaye toujours on a toujours cet espoir de devenir un peu universel. Alors d'avoir une femme qui me connaît pas et qui me dit merci d'écrire pour les femmes, c'est ma légion d'honneur. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux femmes d'aujourd'hui, à travers votre expérience et votre écriture, votre imagination? Ça a varié selon les livres, hein. Je crois que j'écris pas pour recevoir les mêmes retours quand j'écris Monsieur à 20 ans que quand j'écris Le Mal Joli. Là, en l'occurrence, moi, ce livre-là, j'étais très aiguillonnée par l'idée de pouvoir tendre une main aux femmes qui vivaient la même histoire que moi, c'est-à-dire une histoire adultère, clandestine, et qui n'avaient personne à qui en parler. Moi, j'avais cette soupape de sécurité de pouvoir écrire le livre. C'était ma respiration, c'était comme ça que j'ai réussi à pas perdre la tête et à temporiser pendant tout ce temps. Mais je sais qu'il y a des femmes il y a beaucoup de femmes qui n'écrivent pas et qui n'ont pas de cellules psychologiques pour parler de ces histoires et de ces déchirements intérieurs. Et l'idée, c'était un petit peu de pouvoir leur donner un livre qu'elles peuvent attraper et pendant lequel elles se sentent moins seules, pendant lequel elles se sentent comprises. Mais j'aimerais pouvoir représenter le même secours pour les hommes qui vivent la même histoire. Je crois que quand on tombe passionnément amoureux et qu'on ne devrait pas, il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'hommes et de femmes, il y a juste deux êtres humains qui sont dans la merde et qui veulent s'en sortir. Oui, un homme peut se reconnaître dans votre histoire. J'espère, mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire je crois que très longtemps on a pensé que les livres écrits par les femmes ne s'adressaient qu'aux femmes, que ça ne concernait pas les hommes. Et moi j'ai déjà dit assez souvent, mais je me suis construite avec les livres écrits par les hommes, je me suis comprise à travers ces livres-là. Alors évidemment en sachant que les points de vue étaient un peu lacunaires, parfois que c'était pas tout à fait objectif. Mais je crois que la même chose est possible pour les hommes. Ce serait intéressant de dire aux petits garçons, ces livres écrits par des femmes t'apprendront beaucoup sur toi, sur ta perception de toi-même, sur ce que tu représentes. Donc quand je reçois un retour d'homme, c'est toujours, ça m'émeut toujours d'une façon particulière. J'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose, en plus. Ce déchirement, vous parliez de déchirement intérieur, c'est vrai que c'est très présent dans Le Mal Joli. Il était entre quoi et quoi? C'était le déchirement classique, vieux comme le monde, entre soi, entre la personne qu'on est pour soi-même et la personne qu'on est pour ses enfants, pour son mari. Donc une personne qui a quand même un certain nombre de rôles sociaux et familiaux à accomplir et qui est comme ça, qui s'entrechoque avec la personne que vous êtes et qui a envie de vivre, pour elle, sans devoir se justifier, sans devoir expliquer à quelle heure on va rentrer. C'est le déchirement entre soi et les autres, tout simplement.
Je vais vous faire écouter une archive. D'un seul coup, je suis prise d'une urgence de me dire que je continue quand même à exister sur une sphère qui est autre que la sphère de la maternité, où chaque fois qu'on vous appelle, c'est pour vous demander comment va le petit, où vous n'avez jamais le temps de penser, jamais le temps de faire quoi que ce soit pour vous, et où finalement votre temps se réduit à quelques heures à partir de 20h quand le petit dort, parce que Dieu merci, le petit dort. Donc oui, bien sûr que j'ai eu envie d'autre chose, mais je pense comme énormément de femmes. Je crois que ce qui est compliqué, c'est de mettre des mots dessus, et je dis pas que je fais quelque chose d'héroïque, mais je trouve qu'il faudrait que ce soit moins complexe de pouvoir dire j'aime mon enfant plus que tout. Ça, il n'y a pas de questionnement de ce côté-là, il n'y en a jamais eu. Mais l'état de maternité, je le conteste. J'aime mes enfants, mais j'aime pas ce qu'on voudrait que je devienne. Et je pense qu'il y a une autre maternité qu'on pourrait inventer chacune pour soi individuellement. C'est intéressant. Bah écoutez, merci, je fais de mon mieux. L'état de maternité, c'est à inventer, il y a des choses encore à inventer. La preuve, c'est que j'ai beaucoup de retours de femmes qui me disent merci de parler de maternité comme vous le faites, parce que je crois que malheureusement, pour un état qu'on partage toutes, c'est-à-dire quand on devient mère, je crois qu'on est toutes habitées des mêmes questions de est-ce que c'est ça ma vie maintenant, est-ce que ça n'est plus que ça? Et c'est pourtant très difficile de mettre des mots dessus, c'est-à-dire de pouvoir dire là en ce moment j'en ai assez de m'occuper de mes enfants. Vous pensez bien que pour une mère, c'est une pensée atroce. Et c'est encore plus horrible de l'écrire. Mais je pense qu'il est nécessaire de l'écrire parce que c'est en écrivant ces choses-là qu'elles disparaissent et en tout cas qu'elles deviennent beaucoup plus légères. Je crois que c'est pas un drame que de ressentir la maternité comme une oppression parce que c'est ce que c'est. Ça a été voulu pour nous comme une très très bonne raison de rester à la maison, d'abandonner toute carrière, tout espoir extérieur à l'épanouissement au sein du foyer. Je crois que les choses changeraient déjà catégoriquement si on permettait aux femmes d'oser extérioriser leur ras-le-bol. Ça paraît peu, mais c'est absolument énorme. Ou alors que les pères se mettent aussi à parler peut-être de ce que c'est pour eux la paternité. Que les pères nous donnent tort et nous disent non mais pour nous aussi c'est un investissement, c'est une charge. De quoi est-ce qu'elle est faite cette charge-là? Parce que je ne crois pas que la charge mentale des mères et celle des pères soit encore aujourd'hui la même. Non mais c'est intéressant parce qu'il y a des pères qui vivent cette charge aussi et je me reconnais aussi dans cette charge-là. Mais dans le Maljoli, ce qui est très beau aussi, c'est que vous parlez de différentes nuances d'amour. Qu'est-ce que c'est que d'aimer, qui on aime, comment on aime. Est-ce qu'il y a pour vous un amour inconditionnel? Est-ce que ça existe? Ah oui, l'amour des enfants, c'est un amour inconditionnel. Et ça, on ne peut le savoir qu'à partir du moment où on a des enfants. C'est-à-dire, c'est toujours un peu paternalisant de dire ça comme ça, mais l'amour des enfants, on n'a aucune idée de ce que c'est avant d'avoir des enfants. Moi, j'aimais pas les enfants avant. J'avais aucune attirance pour les enfants. Je savais que j'en voulais, mais la compagnie des enfants me déstabilise parce que je trouve leurs yeux trop intelligents par rapport à ce qu'ils peuvent exprimer. J'ai l'impression d'être en face de petits adultes qui me jugent. Et le jour où j'ai eu des enfants, le jour où j'ai eu mon premier garçon, ça m'a ouverte au reste des enfants. Brusquement, le bien-être des enfants ou la souffrance des enfants est devenu quelque chose qui me touchait vraiment profondément. Il y a des tas de choses que je pouvais lire avant, que je ne peux plus lire aujourd'hui. Par exemple, Sade, si vous lisez les 120 journées, il y a des passages qui deviennent intolérables une fois que vous avez des gosses. C'est une perception qui s'ajoute aux autres. Avoir des enfants, ça vous ouvre à quelque chose que vous ne pouviez pas comprendre avant. L'amour fou et puis l'angoisse terrible. C'est ce que j'allais dire, ça fait peur parfois aussi. C'est atroce. Alors ça fait très peur parce que soudain on se met à penser à sa propre fin. Mais sa propre fin, à la limite, c'est quelque chose. Mais alors la fin des enfants. Mais en mettant au monde un enfant, on lui donne aussi quelque part un peu la mort. Bien sûr. Une perspective de cet ordre-là. Mais ça, j'y pense pas parce que je trouve que la vie est déjà un cadeau tellement merveilleux que ça mérite certainement qu'il y ait la mort à la fin. Enfin, c'est notre lot à tous. Mais il y a un phénomène très intéressant qui est la façon de se sentir oppressé par cette maternité, par cette parentalité, elle est corrélée à l'amour qu'on a pour ses enfants. C'est-à-dire que ce qui nous attache le plus à nos enfants et ce qu'on a tendance parfois à vomir le plus, c'est cet amour abominable qui est un esclavage et qui vous pousse à revenir toujours à la maison, à vous remettre toujours en question. Je crois qu'on peut parfois en vouloir à ses enfants de les aimer aussi fort, de prendre une telle place. C'est un sacré baromètre dans la vie, c'est clair. Ouais.
Je vais vous demander de regarder ce qu'il y a écrit sur le téléphone, sur le siège en face de vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette phrase? C'est-à-dire que la Bible, j'ai jamais eu une passion folle, mais enfin, il faut admettre que des citations comme ça, c'est un petit peu comme le Cantique des Cantiques que j'ai adoré pour le coup. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, c'est-à-dire ça peut être l'amour de Dieu pour les hommes, ça peut être aussi simplement l'amour d'une mère pour ses enfants, ou l'amour irraisonné qu'on peut avoir pour quelqu'un à un certain moment. L'amour irraisonné pour quelqu'un, est-ce qu'il peut être à un moment donné aussi inconditionnel pour vous? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Il y a des formes d'amour inconditionnel, je crois. L'amour que j'ai pour le père de mes enfants, malgré tout ce qui a pu se passer entre nous, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra le faire changer. Vous l'aimerez toujours? Je l'aimerai toujours et je serai toujours inséparable de cet homme-là. Et vous connaissez ses défauts ou ses limites? Bien sûr. Et c'est pas un problème? Mais c'est la grâce de faire des enfants avec quelqu'un. C'est-à-dire que certes, on ne peut pas exiger de son mari ou du père de ses enfants la même passion terrible qu'on peut avoir pour un amant. En revanche, je ne vois pas tellement ce que le père de mes enfants pourrait faire pour que j'arrête de l'aimer. Parce que quand on élève un enfant ensemble, c'est quand même l'épreuve ultime pour un couple. C'est le moment où vous allez... c'est une personne qui vous a vu dans les pires états, qui vous a vu sur la table d'accouchement, n'ayant plus forme humaine et insultant tout le monde, et qui vous aime quand même. C'est un amour qui peut prendre beaucoup de formes et qui peut changer au cours d'une vie, mais le père de mes enfants, ça restera toujours, en tout cas, mon meilleur ami. Vous croyez en quoi ou en qui? J'aurais beaucoup aimé croire en Dieu, vraiment, j'aurais beaucoup aimé avoir un sens de la religion, du sacré. J'ai jamais vraiment réussi. J'ai jamais réussi en tout cas à me mettre dans une situation où j'arrive à croire que Dieu existe et que Dieu nous aime et que Dieu est là pour nous. En revanche, j'aime beaucoup l'idée d'une vie après. J'aime beaucoup l'histoire de fantômes, j'aime beaucoup les histoires d'esprits, les histoires de paranormal. Je crois qu'il y a ce que Guy de Maupassant décrivait comme un gros poisson qui pond des œufs dans la galaxie, mais qui ne se soucie pas de ces œufs-là. Ce sont des œufs qu'il lâche sur son passage, et ces œufs, ça donne notre planète, ça donne nous. Voilà, parfois je me doute que ça doit être une planche de salut incroyable de vraiment croire en quelque chose. Je crois au bien et au mal, et je crois que Dieu, dans cet aspect-là, il est en chacun de nous. Dans chaque expression de tendresse, il y a Dieu, il y a une forme de divinité. Et puis je crois qu'il y a quelque chose de divin en nous, dans le sens où on est quand même les seuls qui soient capables, la seule espèce capable de penser à sa propre existence, de se poser des questions dessus. Je crois que c'est ça, Dieu. C'est déjà énorme. Ouais, c'est une belle définition. Emma, avant d'arriver chez votre éditeur, j'ai une dernière question. Pourquoi le mal joli, ce titre, à votre dernier roman? Parce que c'est une formule dont ma mère m'avait parlé quand j'étais enceinte de mon deuxième. Je lui reparlais d'à quel point j'avais peur d'avoir mal à nouveau, parce que je me souvenais de cette souffrance et à quel point elle était intolérable. Et elle m'a parlé de cette formule-là, qui est une vieille formule d'obstétrique des années 70, qui décrit en fait la douleur, la douleur du travail, dans laquelle on a l'impression qu'on va mourir concrètement, et qu'on oublie aussitôt qu'on vous a mis l'enfant sur la poitrine. Et je me disais, c'est marrant parce que je crois que dans un certain sens, la passion, c'est un petit peu la même chose, quoi. Vous avez l'impression que vous allez mourir, mourir de trop mentir, de trop faire de compromis, de trop vous diviser, de ne plus même savoir où vous êtes vous-même. Et une fois que l'amant apparaît, c'est fini. Il n'y a plus de souvenir de cette souffrance. Et c'est ce qui permet de recommencer, c'est ce qui permet de vivre comme ça. Et de la même façon, ce mal joli, c'est la raison pour laquelle on recommence à faire des enfants. Parce que si on avait suffisamment de jugeote, on ne voudrait jamais repasser par cette souffrance atroce. C'est deux tunnels de solitude abominables, mais dans lesquels vous vous retrouvez face à vous-même, et que j'ai toujours considéré un peu comme une espèce de transe mystique, dont on peut sortir plein de leçons très très riches sur ce que c'est que la vie humaine. Bah merci, super. Voilà, arrivé, on peut descendre, Emma. Presque chez vous. Presque chez moi. Vous vous sentez un peu chez vous?
Ah bah oui, mais c'est très agréable de faire partie d'une boîte sans y bosser soi-même. Ouais. Parce que voilà, on est complètement extérieur à ça et en même temps, bah, oui, c'est là que tout se passe et c'est quand même une équipe formidable, Albert Michel. C'est une maison indépendante, on est vraiment comme des coqs en pâte ici. C'est qu'on parle doucement parce qu'on a peur de déranger. Voilà. Quand vous retournez sur votre chemin parcouru à vous, de romancière, mais aussi de vie, puisque vous racontez aussi un peu votre vie ou vos vies dans vos romans, qu'est-ce que vous vous dites? Bah, je me dis parfois que j'aimerais bien qu'il y ait un Dieu qui existe pour pouvoir le remercier pour tout ça, parce que c'est quand même incroyable. Enfin, je repense à ça et je me revois à 15 ans en train d'écrire mes romans dans mes cahiers d'école et je me dis putain, c'est quand même fou, j'aurais réussi ça, c'est pas rien. Et il y a une quête derrière l'écriture? Bah, une quête de compréhension, oui. J'aimerais comprendre ce que c'est que l'expérience humaine, quoi, tout simplement. C'est une façon d'anéantir l'angoisse et puis la solitude, et une façon de se dire, bah, on est tous ensemble sur un train qui est lancé à toute blinde, on ne sait pas vers où, mais et je me dis, ouais, j'essaie de faire un témoignage de ce trajet qu'on fait tous ensemble. Et c'est quand même chouette de faire ça comme métier. Bah, merci Emma. Merci à vous.